Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au terme de sa mission dans notre pays, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Niger, Biza Williams, a été décoré cet après-midi de la médaille de commandeur de l'ordre du mérite du Niger par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Bazoum Mohamed. La contribution de cette dame au renforcement des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et notre pays lui a valu cette distinction des plus hautes autorités. Nous y reviendrons demain. Signature cet après-midi au ministère des Mines et du Développement industriel de 2 permis de recherche du charbon dans la région de Tawa entre le ministre des Mines et la société Borkir International, filiale 100% du groupe Dangote. Le commentaire de Achet Bawa et Abdoulaye Hamidou. C'est par cette signature du ministre des Mines et du Développement industriel, Ladan Hamidou Tchana, et celle de Alhaj Sani Dangote de la société Borkir International qu'a été signée une convention minière d'une durée de 20 ans comportant 2 permis de recherche du charbon dans la région de Tawa, particulièrement Teram 1 et Sanam 2. Selon la société Borkir International, notre pays offre beaucoup de potentialités leur permettant d'investir davantage. L'objectif de la recherche de ces 2 permis est de produire à partir du charbon de l'électricité ainsi que du ciment. Le ministre Ladan Tchana se réjouit de ce grand pas entre le gouvernement nigérien et la société Borkir International. Donc, M. Dangote, c'est avec plaisir que nous vous recevons ici. Et le Niger est ouvert. Si vous avez d'autres domaines, je sais que votre groupe intervient dans plusieurs domaines, eh bien c'est un plaisir pour nous d'examiner avec vous les opportunités qui existent au Niger et de créer les conditions pour que vous puissiez y investir pour le bien de votre société et pour le bonheur de notre peuple. Après cette deuxième étape qui est la signature des permis de recherche du charbon, il ne reste plus qu'à attendre l'octroi de permis par décret du ministre permettant à la société Borkir International de s'installer dans la région de Tawa. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses s'est rendu ce matin au gouvernorat de Niamey. Il s'agissait pour Hassoumi Massaoudou de rencontrer les membres du comité régional chargé de la gestion de crise des inondations, compte rendu Abba Moussa Atouman et Issoufou Samela. Cette visite surprise du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a pour but essentiel d'encourager et de féliciter les membres du comité de gestion des crises des inondations, à leur tête le gouverneur de la région, M. Hamidou Garba, pour le travail remarquable qu'il est en train d'abattre sur le terrain. C'est un travail difficile, contraignant, a confié M. Hassoumi Massaoudou, mais soyez certain que l'État est à vos côtés pour vous appuyer afin d'atteindre les objectifs assignés à vos missions, celui de sauver des vies humaines dans des situations difficiles. Le ministre de l'Intérieur a également instruit le comité à faire un point de presse journalier pour donner la situation tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Le gouverneur de la région de Niamey a également saisi l'occasion pour faire le point de la situation au ministre de l'Intérieur. À la date d'aujourd'hui, la cote est de 607 cm avec un débit de 2392 mètres cubes secondes. Présentement, c'est le 5e arrondissement qui semble être le plus touché par ces inondations, avec 5 quartiers qui se trouvent dans les eaux. Il s'agit de Karagé, Lamordé, Nordiré, Kirkisoy, Nogaré et Zarmaganday. 220 ménages ont été recensés et recasés dans 5 écoles. Des dispositions sur le plan sécuritaire, sanitaire ont été prises pour pallier au plus pressé. Des instructions ont été aussi données aux autorités communales du 5e arrondissement pour définir un site où reloger les éventuels sinistrés. Autant qu'auparavant, le gouverneur de la région de Niamey a rencontré les membres du comité régional de gestion afin de faire l'état des lieux et proposer des solutions urgentes face à ces sinistres. M. Hamidou Garba devait enfin effectuer une visite sur le terrain afin de constater l'évolution de la situation sur les sites de relogement des sinistrés, notamment à l'école d'Antico, à la rive droite 3 et Nordiré. Dieu merci, toutes les dispositions ont été prises pour améliorer les conditions de vie de ces populations. La sécurité, la santé, l'hygiène et l'assainissement sont assurés pour le plus grand bonheur de ces populations. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle selon le gouverneur de Niamey. Nos équipes ont l'expertise nécessaire. Et c'est pourquoi depuis hier, vous avez vu promptement, nous avons pris les choses en main et selon
des matériaux employés, sur leur mise en œuvre et sur tous les problèmes où la nature et le mode d'emploi des matériaux, les caractéristiques du sol peuvent conditionner la stabilité de la bonne tenue des ouvrages. La société de location de matériel des travaux publics, la SLMTP, avec ses 55 agents, a constitué la dernière étape de la visite du ministre Ibrahim Noumao. Il faut aussi noter que dans le cadre des réformes qui ont conduit à la privatisation de l'entretien routier, une étude a préconisé d'ériger la direction du matériel des travaux publics en une société d'économie mixte, État et partenaires privés. La série de visites entreprises dans les directions centrales du ministère et les services rattachés du ministère de l'équipement. Suite à ces visites, nous avons eu à discuter avec les agents du ministère, voir un peu les conditions de vie et de travail de ces agents et connaître un peu les difficultés qui sont les leurs. Le ministre de l'Équipement a enfin exhorté les directeurs et agents des différentes institutions visitées à plus de collaboration pour ensemble trouver des solutions adéquates aux problèmes soulignés pour la bonne marche des sociétés. Poursuivant ses visites de prise de service, le ministre de la Jeunesse et des Sports était ce matin à la piscine olympique de l'État, à l'Académie des Arts Martiaux et au stade général Séni Kountché. À l'issue de toutes ces visites, le ministre Abdul Karim Damalam a pris l'engagement d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par ces différentes structures. Le résumé de Mohamed Djungare et Zikira. La piscine olympique de l'État, première étape de cette visite entreprise par le ministre Abdul Karim Damalam, une infrastructure construite depuis des années sur fonds propres de l'État. La piscine connaît aujourd'hui un problème de fonctionnement des machines devant purifier l'eau du bassin. Autre difficulté à laquelle fait face l'administration, les ressources humaines. En effet, seulement le directeur Moro Amadou et notre agent sont de la fonction publique. Tous les autres sont bénévoles. Vu l'importance de cette entité qui devait être un miroir du sport nigérien, le ministre en charge du sport envisage d'adapter la piscine aux normes internationales en procédant à l'agrandissement du bassin. Deuxième étape, l'Académie des Arts Martiaux de Niamey, une infrastructure construite à la veille des 5e Jeux de la francophonie, ayant pour credo la promotion des arts martiaux. Néanmoins, l'ACAM accueille des activités sportives et culturelles avec son hall de 500 places et salle de réunion. Selon le directeur de l'Académie, Hammachino, la structure est confrontée à un problème de personnel, car ici également les contractuels et les bénévoles constituent les 95% de l'effectif. Troisième et dernière étape, le stade général Séni Kountché. Tout d'abord, la délégation s'est rendue au centre d'accueil communément appelé le village chinois. 38 chambres climatisées servent le plus souvent à la mise au vert des sportifs des différentes disciplines sportives. Raison pour laquelle le ministre a demandé au premier responsable du stade général Séni Kountché, M. Tapsirli, de veiller à ce que cette infrastructure soit bien entretenue et que la priorité soit accordée aux sportifs nigériens. Des sportifs que le ministère a d'ailleurs rencontrés dans les restaurants au centre d'accueil. Ils estiment que le village chinois est un coin adapté à l'hébergement des équipes en compétition. Le directeur général du stade général Séni Kountché, lui-même ancien joueur du MENA, et son staff abattent depuis des mois un travail colossal qui va dans le sens d'offrir aux sportifs un cadre parfait à la pratique du sport. C'est pourquoi la pelouse du stade annexe a été reprise et protégée. Le terrain de handball verra sa surface reprise très prochainement. À l'intérieur, la pelouse du stade d'honneur connaît présentement des travaux d'entretien et les vestiaires adaptés aux normes internationales sur exigence de la FIFA et de la CAF. Actuellement, le stade général Séni Kountché est cité en exemple dans la sous-région, car il est bien entretenu avec ses 35 000 places. Au Palais des Sports, tout comme dans les salles de gymnase, l'on est confronté à un problème récurrent au niveau du plancher, victime d'agression des termites, une situation que la direction gère avec acuité. Il est envisagé une solution visant à doter le plancher d'une autre matière. Avec ces 3000 places, le Palais des Sports du 29 juillet reste et demeure un bijou à préserver avec jalousie. On n'en trouve pas beaucoup dans la sous-région. Il a aussi été question de l'électricité par ricochet, la climatisation du stade général Séni Kountché et du Palais des Sports. Face à toutes ces doléances, le ministre en charge des sports a aussitôt proposé des solutions. Mais il a insisté, il va falloir que les différents responsables agissent rapidement en apportant sur son bureau leurs requêtes. Je vous informe que quand je demande donc des fiches comme ça, des requêtes comme ça, je n'oublie pas, je suis. Alors je suis vraiment un homme pragmatique.
je ne remets pas ce que je peux faire aujourd'hui, je ne le remets pas demain. Donc si vous voulez que je vous accompagne, alors je pense que je l'ai dit, ceux qui ont les poumons légers n'ont qu'à se mettre derrière. Je vous dis que les plus hautes autorités de l'État de ce pays-là n'attendent qu'on leur expose seulement les problèmes. Souvent les problèmes ne sont pas remontés et quand ils ne sont pas remontés, on ne peut pas avoir de solution. Désormais engagé pour remettre les sportifs en activité, le nouveau patron du sport nigérien entend créer toutes les conditions afin d'atteindre ses objectifs. Faire du sport un vecteur de développement dans la politique de renaissance du président de la République, Issouf Mahamadou, qui accorde une place de choix au domaine de la jeunesse et du sport. Et puis, le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, a entamé hier une mission de contrôle des ouvrages réalisés par certains partenaires de l'État dans la région de Difa. Le centre de multiplication du bétail de Sayam et la commune de Guinguini ont constitué les premières étapes de cette mission. Le compte rendu de Mohamed Ali et Abdraman Mas. C'est en compagnie du secrétaire général de la région Hassan Ardo Ido et du premier vice-président du conseil régional de Difa, Boukar Gaptia, ainsi que des cadres centraux et régionaux de son ministère que le ministre Mohamed El Hadj Ousmane entreprend cette mission consacrée au contrôle des réalisations financées par les partenaires au profit du secteur de l'élevage. Le centre de multiplication du bétail de Sayam a constitué la première étape de cette mission. Créé à la fin des années 70, ce centre a pour vocation principale l'élevage et la diffusion de la race bovine Kouri, originaire du lac Tchad, très appréciée pour la qualité de sa viande. Au nombre de difficultés récurrentes, dont note la vétusté des ouvrages hydrauliques et vétérinaires. Depuis peu, l'État s'est investi pour renouveler ces ouvrages afin d'atteindre les objectifs de développement du secteur de l'élevage, conformément au programme de la Renaissance du Niger. Au niveau du centre de Sayam, l'État est accompagné par la commission du bassin du lac Tchad qui a financé la réalisation de 2 parcs de vaccination, 2 châteaux d'eau, un groupe électrogène et une pompe immergée. Le tout pour un montant de 98 millions de francs. Les travaux sont exécutés actuellement à hauteur de 70%. La commune urbaine d'Indigni a constitué la seconde étape de la tournée du ministre de l'Élevage qui a visité les chantiers du marché à bétail et l'ouvrage financé par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux Prodex. En tenant compte du fait que la filière bétail-viande représente le second poste d'exportation du Niger après l'uranium, le Prodex accompagne l'État par son appui à l'amélioration de la compétitivité de ces filières. Ainsi, l'aménagement du marché à bétail de Guigui a été financé à hauteur de 117 millions par le Prodex. Il est contrôlé par l'ONG Sahel Action. Le marché confié à l'entreprise BANA a été exécuté à la grande satisfaction des acteurs du marché qui demandent néanmoins l'électrification du site et son raccordement au secteur urbain d'eau potable. Le ministre Mohamed El Hadj Ousmane et sa délégation ont fait le tour du marché pour visiter les différentes réalisations qui vont des hangars aux enclos en passant par les bureaux administratifs, les couloirs de vaccination ou encore les quais d'embarquement. Une infrastructure complète de marché à bétail comme il n'en a jamais existé en Guinée. À toutes les étapes, le ministre de l'Élevage a échangé avec les techniciens et les autorités administratives sur le respect des normes et la fiabilité des matériaux de construction avec le souci évident de s'inscrire dans une logique de durabilité des ouvrages ainsi réalisés. Le ministre délégué à la décentralisation aux affaires coutumières et religieuses a présidé ce vendredi à Zender l'ouverture officielle des travaux du forum régional sur le transfert des compétences, des ressources et des règles relatives à la décentralisation au Niger. D'autres précisions avec Karb Maman Kabiru et Laoli Babel. Il est important de souligner qu'après 7 ans de gestion autonome de communes, les acteurs de terrain se montrent désireux de prendre en main leurs responsabilités, mais à ce jour sans savoir lesquelles, en relation avec qui et comment. Et ce forum des Zender, que préside le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses et dont les lampions se sont ouverts ce vendredi, est un cadre approprié dans l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Cette rencontre du donner et du recevoir à laquelle le gouvernement attache un grand intérêt, devait dire en substance le ministre délégué à la décentralisation. Mesdames et messieurs,
Si j'ai tenu à présider personnellement cette rencontre, c'est essentiellement pour vous signifier tout l'intérêt que les plus hautes autorités de votre pays, au premier rang desquelles son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, attache à la nécessaire mutation qu'implique la renaissance dans la dynamique de consolidation de la démocratie en France, de la promotion de la bonne gouvernance et du développement économique et social de nos différentes collectivités territoriales. En effet, le processus de décentralisation en cours dans notre pays a connu des avancées majeures avec l'installation depuis 2011 des organes délibérants exécutifs des régions et des communes qui s'acquittent honorablement de leur mission. Mohamed Sanoussi Al-Haj Samro devait également en substance préciser que le processus de décentralisation est aujourd'hui encadré par un corpus juridique important dont, entre autres, le document cadre de politique nationale de décentralisation, le Code général des collectivités territoriales, la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation, etc., avant d'indiquer que la décentralisation fait nécessairement appel à une politique hardie de déconcentration. Mesdames, Messieurs, la décentralisation ne peut réussir sans être complétée par une politique de déconcentration qui vise essentiellement à assurer d'une part la présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire national et d'autre part un meilleur accompagnement des acteurs de la décentralisation, un appui conseil de qualité auprès des collectivités territoriales et des populations, tout en demeurant un État garant de l'unité, de la solidarité nationale et promoteur de services publics de qualité. Tout en exhortant les participants à des échanges et des discussions franches et fructueuses, le ministre Mohamed Sanoussi Al-Haj Samro a, au nom du gouvernement, remercié les différents partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger dans ce processus, particulièrement l'UNICEF, dont le précieux concours a permis la tenue de ce forum. Quant au représentant de l'UNICEF, Zézi Aboubakar, en intervenant, devait en substance formuler le vœu ardent que ces 2 jours de travaux puissent être couronnés de succès, et ceci pour le bien-être des populations de la région des Andes, notamment pour les enfants et les femmes. Le gouverneur Oumar Sedi Issaka, pour sa part, s'est réjoui et fort satisfait du fait que dans l'optique du renforcement de la déconcentration, le gouvernement de la 7e République a aussi adopté le 1er février 2013 le décret fixant les règles relatives à la déconcentration au Niger. Auparavant, le premier vice-président du conseil de ville de Zender, Abdelrahim Balarabe, a tenu à magnifier sa joie pour le choix porté sur sa ville pour abriter ce forum avant de demander aux uns et aux autres indulgence pour des imperfections qu'ils auraient à constater durant leur séjour. Le ministre de la Santé publique a livré un message à l'occasion de la célébration de la 11e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle demain 31 août 2013 sous le thème « Recherche-développement en médecine traditionnelle ». Suivant le ministre de la Santé. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, la médecine traditionnelle a des potentialités indéniables qui méritent d'être valorisées. C'est pourquoi les pays africains doivent promouvoir l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité des médicaments produits par cette médecine, tout comme la protection de la propriété intellectuelle, de la biodiversité africaine et de la promotion du partenariat Sud-Sud. Compte tenu du regain d'intérêt que suscitent de nombreux remèdes dans les soins de santé primaires à l'échelle mondiale, plusieurs engagements ont été pris pour la promotion du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes nationaux de santé. La médecine traditionnelle reste confrontée à des difficultés majeures, dont la faible collaboration entre chercheurs africains, le coût élevé des essais cliniques, l'insuffisance des ressources, des données sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des médicaments. C'est pour toutes ces raisons que chercheurs et praticiens de santé doivent travailler en symbiose pour faire avancer la recherche.
l'un en donnant ses recettes et l'autre en appliquant sa rigueur scientifique. Ainsi, je vous invite, chercheurs, thérapeutes, herboristes et autres utilisateurs de la médecine traditionnelle à accorder à cette journée toute l'importance qu'elle requiert. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, pour les multiples efforts consentis dans le domaine de la santé. À l'Organisation mondiale de la santé, je rends un hommage mérité pour les efforts inlassables qu'elle ne cesse de déployer en vue de la promotion de la santé au Niger. Aux thérapeutes qui ne cessent de faire valoir notre culture, je leur formule tous mes encouragements. Sur ce, je déclare lancer les activités de la 11e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Je vous remercie. À l'occasion toujours de cette journée africaine de la médecine traditionnelle, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Dr Louis Gomez Sambo, a adressé un message lu par le représentant de l'OMS au Niger. Recherche, développement en médecine traditionnelle est le thème retenu pour cette journée célébrée le 31 août 2013 en vue de mettre en valeur le rôle de la médecine traditionnelle dans la prestation des soins de santé. Dr Asimawi Pana. Les estimations actuelles de l'OMS indiquent que pour 80% des populations du monde en développement, la médecine traditionnelle est la principale source, parfois l'unique source, de soins de santé. Dans notre région, la médecine traditionnelle a des origines historiques et culturelles solides. Il est regrettable que la recherche-développement en médecine traditionnelle n'ait pas bénéficié d'un financement adéquat. La célébration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle de 2013 offre une excellente opportunité aux parties prenantes, notamment les gouvernements, les chercheurs, les praticiens traditionnels et conventionnels de la santé, les organisations non gouvernementales, les communautés et les partenaires au développement, de partager les informations et les expériences sur les recherches et développement en médecine traditionnelle, de planifier des projets de collaboration et de mobiliser des ressources nécessaires à la génération de connaissances et de nouveaux produits de la médecine traditionnelle. Dans notre région, certains pays ont réalisé des progrès remarquables dans la recherche et développement en médecine traditionnelle. J'ai le grand plaisir de vous informer qu'en 2012, le nombre d'instituts de recherche en médecine traditionnelle était passé à 28 par rapport à 18 en 2000. 13 pays utilisaient les résultats de la recherche pour autoriser la commercialisation de certains produits de la médecine traditionnelle pour le traitement du paludisme, du diabète et de la drépanocytose. Et 8 pays avaient inscrit des produits de la médecine traditionnelle dans leur liste nationale des médicaments essentiels par rapport à un seul en 2000. À l'occasion de la commémoration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle de 2013, je lance un appel au gouvernement de la région africaine pour qu'ils accroissent les investissements dans leur recherche et développement en médecine traditionnelle. Cela entraînera des résultats positifs pour la région où les taux d'acceptation des produits de la médecine traditionnelle est élevé. Les gouvernements ont besoin d'inscrire la recherche et développement de la médecine traditionnelle dans leur programme de recherche en santé et de créer des lignes budgétaires pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de la médecine traditionnelle adoptée par le comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Pour sa part, l'OMS continuera d'appuyer les pays dans leurs efforts visant à faire de la médecine traditionnelle un élément viable dans leurs systèmes nationaux de santé. Je lance un appel pour des partenariats plus solides, regroupant les gouvernements, les donateurs, le secteur privé et les parties prenantes appropriées,
afin que nous puissions faire avancer cette grande initiative de recherche et développement en médecine traditionnelle. Parlons encore de santé. World Vision Niger a remis officiellement ce matin au ministre de la Santé publique, Manu Agali, la lettre de sollicitation d'engagement du Niger pour le sommet mondial des Nations Unies à New York du 17 au 21 septembre 2013. Il s'agira de plaider dans le cadre de la campagne internationale pour mobiliser plus de ressources pour l'atteinte des OMD 4 et 5 à l'Assemblée des Nations Unies. Moudachou, Majamila et Haman Seng. Par ce acte, World Vision Niger remet officiellement au ministre de la Santé publique, Manu Agali, la lettre de sollicitation d'engagement pour plaider dans le cadre de la campagne internationale afin de mobiliser plus de ressources pour combler l'écart en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD 4 et 5 qui concerne la santé de l'enfant et de la mère. C'est un prélude au sommet mondial des Nations Unies